Merci de m'avoir donné la possibilité de me retrouver dans cette bonne ville de Genève. Et je laisse toute la responsabilité de cette imprudence de me faire parler à Cédric, qui me connaît, et donc il a pris des risques. Bien. Bien. Au cours de toute cette journée, on a parlé beaucoup de business analyst. Moi, j'ai compris à peu près ce que votre belle profession, en écoutant Cédric, en lisant aussi ce qu'Alain Guerciot et Cédric ont écrit dans ce livre Valeurs et Management, qui a été dirigé par Olaf, qui nous a parlé de valeurs brillamment, comme toujours, et dans lequel a écrit aussi Michel Raquin, qui dirige cette association des pilotes de processus. Alors, au cours de cette journée, on a parlé beaucoup d'entreprises, on a utilisé beaucoup de mots qui méritent d'être un peu approfondis. On a parlé d'entreprise, on a parlé de métier, mais c'est quoi le métier? C'est créer de la valeur. Oui, le mot valeur est central dans tout ce qui a été dit aujourd'hui et j'espère dans la suite. Mais valeur pour qui? Valeur pourquoi? Quel est le problème? Et tout ça, comme nous a dit Kathleen, exige de comprendre la complexité des problèmes, la complexité des situations, donc d'avoir une vision systémique, une vision globale, et la complexité n'est pas un choix, c'est une donnée de base. Et ça nous oblige à être agiles et à découvrir éventuellement les méthodes agiles qui n'existent pas depuis 2008, mais depuis très longtemps, depuis pas mal d'années. Et pour ça, il faut faire des choix qui sont très politiques. À quel horizon voulons-nous créer de la valeur? Pour qui? Pour moi seul à très court terme ou à long terme pour l'ensemble des parties prenantes? Et qui sont les parties prenantes? Et pour mener à bien ce beau métier de business analyst, il faut introduire de la transversalité, il faut voir quel est le périmètre d'implication des acteurs, des parties prenantes internes et externes. Il faut communiquer, on a beaucoup parlé de communication, et la communication n'est pas le contraire de la collaboration, c'est un moyen pour commencer à collaborer. On ne peut pas collaborer si on ne communique pas. Et voilà. Alors, allons un peu plus loin. Je suis prospectiviste, enfin j'essaye d'être prospectiviste, j'essaye du moins d'avoir une vision prospective des choses. L'essentiel de la prospective, qui est une attitude avant d'être un ensemble de méthodes et donc de cuisine, la prospective nous apporte un constat extrêmement, ou un credo extrêmement important. L'avenir n'est pas écrit, il est à construire, et à l'instant actuel, il y a une infinité de futurs possibles, futuribles, et la contraction de futur est possible. Et Hugues de Jouvenel, qui a longtemps vécu à Lausanne et qui dirige Futurible, précise que tous les futurs possibles ne sont pas nécessairement des futurs horribles. Mais ces futurs dépendent de trois éléments, de trois séries de facteurs. Il y a des facteurs inévitable. Si on est dans une zone sismique et au bord de la mer, un jour il y aura un tremblement de terre qui déclenchera aussi un tsunami. Il y a le hasard, on ne sait pas quand ça se déclenchera. Mais si vers 2003 on prend la décision de ne pas tenir compte des avis, des mises en garde de la commission de l'énergie atomique de Vienne, et on ne modifie en rien la centrale de Fukushima, on prend la décision que d'ici un siècle au plus tard, il y aura une catastrophe majeure. Et on est pleinement responsable de ça. Fukushima n'est pas une catastrophe technologique, c'est une catastrophe d'état de droit. C'est le résultat d'une corruption supportée dans la société japonaise. Pas seulement dans la société japonaise. Je ne suis pas le petit Français qui critique les Nippons. Non. Hélas, les mafias sont partout, y compris ici
comme disait une Française à Paris récemment. Bon. Alors, nous devons gérer le changement. Le changement, c'est la seule certitude, disait déjà il y a quelques mois le Bouddha. C'est une constante. Et nous sommes vivants parce que nous changeons en permanence pour nous adapter au changement du contexte. Innover, c'est ça. Innover, c'est changer pour rester viable, c'est-à-dire pour vivre, ou essayer de vivre et, si possible, se développer, et si on a un regard positif sur les choses. Je donne l'exemple d'IBM, parce qu'on dit souvent qu'une entreprise ne peut pas changer de cœur de métier. En 1990, le cœur de métier d'IBM, et les 2/3 de son revenu, c'était de faire du hard, fabriquer du hard. C'était un industriel. Aujourd'hui, c'est une société de services, diraient nos grands économistes. C'est une société de services puisque les 2/3 de son revenu viennent du conseil. Mais ce conseil est légitimé par la compétence d'IBM dans le hard et dans le soft. C'est un changement stratégique qui a été effectué un peu tard parce qu'il n'avait pas anticipé, mais nous devons tous nous dire qu'une partie de nos revenus actuels vont disparaître d'ici quelque temps, mais que nous pouvons positiver les changements de notre environnement pour créer de nouvelles sources de revenus. Cela dit, notre constat, lorsque nous regardons le monde, c'est que dans le même contexte, il y a des territoires et des sociétés qui s'effondrent et des territoires et des entreprises qui prospèrent. Et avec mon ami Seriex, nous avons fait une liste d'entreprises qui marchent bien, dans toutes les tailles d'entreprises, des PME et des très grandes entreprises, dans tous les pays et dans tous les secteurs. Et ces entreprises qui réussissent non pas sur 3 mois, mais souvent sur 30 ans ou plus, c'est des entreprises dont les dirigeants ont une vision et une ambition de long terme. Ils voient loin, mais ils agissent maintenant. Ce n'est pas parce qu'on voit loin qu'on ne doit pas agir. C'est des dirigeants qui respectent la dignité des autres. Les autres, c'est nos collaborateurs, c'est les entreprises dont nous avons besoin à l'extérieur, c'est l'administration, c'est naturellement nos clients. Respecter la dignité des autres. Et troisièmement, c'est des personnes qui ont compris qu'on ne réussit dans le monde actuel qu'avec les autres. On est toujours plus intelligent à plusieurs et surtout on est plus efficace. Donc on doit construire un écosystème de relations, pour utiliser un gros mot, un ensemble d'alliances durables. Et une alliance n'est durable et donc efficace dans la durée que si nous avons des relations loyales, donc à nouveau, si nous respectons la dignité et les aspirations légitimes de ceux avec qui nous voulons travailler. Il n'y a donc pas de fatalité macroéconomique. Le défi, c'est naturellement de gérer la complexité, l'explosion de complexité qui nous impose une révolution de l'immatériel que nous avons baptisée révolution de l'intelligence, je dirais pourquoi. Mais la complexité n'est pas un fait nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'intensité, c'est le niveau de complexité, c'est-à-dire d'interdépendance, comme l'a dit Kathleen. Ces interdépendances ne sont pas nécessairement négatives, mais c'est un fait. Je rappelle qu'en 1815, un volcan a éclaté en Indonésie, il a tué quelques milliers de personnes, 11 000 personnes, 12 000 personnes immédiatement, mais ça a déclenché tant de fumée qui s'est dégagée dans le ciel que les récoltes ont été mauvaises dans l'ensemble du monde. On a parlé de l'année sans soleil, 1816. Donc, en Indonésie,
il y a eu des dizaines de milliers de morts, non plus à cause des conséquences directes de l'explosion, mais à cause de la famine. Et la famine s'est développée dans beaucoup de pays, et cette famine a favorisé des maladies comme le choléra, des mouvements sociaux graves. Donc des centaines de milliers de personnes sont mortes dans le monde, peut-être des millions, à cause de cet événement qui s'est passé à des dizaines de milliers de kilomètres. Voilà, nous sommes dans un système complexe où une catastrophe locale peut avoir des conséquences mondiales. Fukushima, naturellement, a des conséquences mondiales. Alors, il y a une explosion aujourd'hui à cause de l'intensité des transports, à cause de l'intensité, de la rapidité, l'instantanéité des transmissions d'informations. Et la complexité des problèmes explose dans ce contexte aussi à cause de la puissance technologique qui est dans nos mains. Pour la première fois, nous pouvons nous suicider. Nous pouvons détruire toute vie sur Terre instantanément, en quelques jours, parce que nous avons plusieurs dizaines de fois la puissance nucléaire nécessaire pour détruire toute vie sur Terre. Et donc le plus important pour la première fois dans l'histoire n'est plus de développer plus de puissance technique, mais plus de discernement, de cette sagesse dont parlaient les anciens et qui n'avaient pas, évidemment. Mais en parler, c'est déjà pas mal. Donc, nous devons apprendre à utiliser notre puissance sans que ça nous pète à la gueule à court terme ou à long terme. On peut ne pas être pressé et polluer tranquillement le monde comme on le fait aujourd'hui. Deuxièmement, nous sommes dans un contexte, à cause de la communication et des transports, de concurrence généralisée, planétaire. Et troisièmement, parce que les gens sont informés, maintenant grâce à Internet, ils peuvent s'informer et se coaliser, ils savent ce qui est possible de leur offrir, ils sont donc de plus en plus exigeants. Et donc les problèmes, nous devons les résoudre de mieux en mieux, ils sont donc de plus en plus complexes. Alors heureusement, nous disposons de beaucoup plus de connaissances qu'hier, mais plus personne ne peut avoir l'arrogance qu'avait Ford, le propriétaire de Ford, le créateur de Ford, quand il disait « je vais fabriquer des voitures avec mon acier, mes minerais, mes transports, et je vais mettre mon argent dans mon coffre-fort parce que les banquiers sont tous des voleurs », sauf en Suisse naturellement. Et c'est ça qui a amené Ford au déclin face à General Motors. Personne ne peut plus prétendre travailler en autarcie. Et donc, ce qui fait le succès, ce qui fait le développement, c'est la qualité de nos coopérations avec d'autres qui ont les connaissances et les talents et les moyens complémentaires des autres. Qualité des interactions, c'est le cœur du problème. Et c'est ça qui crée de la valeur. Et donc, Kathleen Haas avait bien raison tout à l'heure de dire qu'il faut gérer la complexité, même si je l'ai photographié il y a une semaine à Paris. Bon, passons. Alors, pour expliquer comment penser un système complexe, eh bien, je crois que le mieux, vu qu'on est dans la belle saison, c'est de faire quelques centaines de kilomètres et d'aller dans le pays où mon papa russe et ma maman italienne se sont mariés, à Florence. Et regardons la cathédrale de Florence. La cathédrale de Florence a été construite par des architectes au XIVe siècle qui avaient laissé pour leurs successeurs du XVe un petit problème technique, une ouverture de 45 mètres de large à 45 mètres de haut. Alors, quand on a un problème, on crée une commission. Cette commission a lancé un appel d'offres pour trouver un architecte capable de construire une coupole. Tous les architectes ont proposé de faire une coupole la plus basse possible, et pour éviter de devoir mettre un échafaudage équivalent à 100 000 arbres à couper, ce qui aurait coûté cher et qui aurait été peut-être fragile, ils proposaient de remplir la cathédrale de terre battue et dessus de faire une coupole la plus basse possible, la plus plate possible. Ne pas prendre de risques. Brunelleschi qui arrive. Brunelleschi, qui est génial sculpteur, géomètre, architecte, évidemment, peintre,
l'inventeur de la perspective géométrique dans les tableaux. C'est-à-dire l'homme qui, le premier, a réellement dominé dans sa tête comment représenter l'espace sur un plan. Et il a aussi dominé dans sa tête comment construire une coupole qui tient toute seule. Il arrive et il dit, il faut, pour le prestige de Florence, construire au contraire une coupole la plus haute possible. Là, il fait plaisir à l'ego des Florentins. Il a compris que les gens achètent non pas de la pierre ou de la brique, ils achètent de l'ego. Et comme c'était en plus des hommes et pas des femmes dans la commission, hein, naturellement, l'ego de Florentin mâle, vous voyez ce que ça veut dire. Alors, ils applaudissent. Par contre, ça se gâte quand Brunelleschi dit « Et j'ai un truc pour construire une coupole très haute qui tient toute seule, sans cintre et sans échafaudage. » Aussitôt, et par deux fois, le comité de sélection appelle le service d'ordre et dit « Videz ce type qui est dangereux, il propose de faire des choses impossibles. » Et c'est la situation, c'est le statut de l'innovateur dans la société de toutes les époques. Car la gestion du changement, c'est une pédagogie. Il faut rassurer les acteurs qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'assurer le changement, d'assumer le changement, et qui donc refusent le changement en disant non, 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 on va faire comme autrefois. Vous savez, on applique le principe CC, MCC. C'est con, mais c'est comme ça qu'on a toujours fait, donc on continue. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un président de banque, c'est extraordinaire. Bon, alors... Brunelleschi, éjecté, se démontre bon pédagogue. Il construit une petite coupole de 3 ou 4 mètres de haut. Il la fait visiter et il fait toucher du doigt qu'effectivement, ça tient tout seul parce que chaque brique tient toutes les autres. Les briques sont disposées en arête de poisson. Les Anglais disent en arête de hareng. Bon, ils sont plus... Bien. Alors, vous voyez, Brunelleschi, effectivement, réussit à construire une coupole qui monte à 90 mètres de haut, où il y a 30 000 tonnes à peu près de briques, ou 50 000 tonnes, je me trompe, 50 000 tonnes de briques et 3,5 millions de briques qui sont disposées en une double coupole. On peut marcher entre les deux coupoles. Et ça tient tout seul. Ça tient toute seule parce que chaque brique tient toutes les autres. La propriété de cet ensemble, qui est un système complexe, n'est pas la somme ni la moyenne des propriétés des composants. L'ensemble a une propriété émergente, l'autoportance, qui n'est pas dans les composants, mais dans l'organisation. C'est l'organisation qui crée les propriétés émergentes. C'est l'organisation qui crée la valeur ou la non-valeur, ça dépend du point de vue. Et ce n'est pas le nombre, l'obsession de la quantité, l'obsession du chiffrage est très dangereuse. Ce n'est pas le nombre de briques qui change quelque chose dans ce système. On aurait pu mettre 500 000 briques de plus, ça n'aurait pas été mieux. On aurait pu remplacer même les briques de terre cuite en briques de bois, de pierre, en modules ayant la même forme que les briques, mais dans d'autres matériaux. Ce n'est pas le quoi qui est essentiel, ce n'est pas le combien, c'est le comment. Et nous sommes dans une société où on veut tout chiffrer et où on s'obnubile sur combien. De combien faut-il réduire la dette? Question stupide, car la bonne question, c'est comment utiliser mieux nos ressources? Comment utiliser intelligemment l'intelligence des personnes disponibles? Comment? Et non pas combien. Mais c'est plus facile de s'engueuler sur les chiffres. Autrement dit, dans un système complexe, il y a des synergies. C'est la qualité des relations entre les éléments qui produisent de la valeur. C'est les synergies qui produisent de la valeur. Et c'est ça qui doit être notre obsession, produire plus de synergie. Et un système complexe est un système où un petit changement entraîne de grandes conséquences. C'est l'effet papillon, c'est ce que Lorenz disait à propos de la météorologie.
la météorologie, c'est tellement complexe qu'il suffit d'un battement d'aile de papillon quelque part pour provoquer un ouragan à des milliers de kilomètres. Il suffit aussi qu'un étudiant, qu'un jeune Tunisien en ait marre et ait le courage de se brûler par le feu pour déclencher une réaction en chaîne qui transforme la politique mondiale et fait trembler sur leur base tous les tyrans du monde. Les résultats ne sont pas évidents, mais voilà. Nous sommes détenteurs chacun d'une grande responsabilité. Notre poids, notre influence, notre pouvoir d'influence dans le travail, dans la famille, dans la cité, ne sont pas géométriques, arithmétiques, mais géométriques. Si notre poids était de 1/500 millionième d'Européens, nous pourrions faire n'importe quoi et nous serions légitimes à terminer nos discussions de café en disant « de toute façon, je ne vais pas changer le monde, nous n'allons pas changer le monde, donc je fais n'importe quoi. Et je continue à faire n'importe quoi. Je suis pour l'écologie, mais je pollue parce que à quoi ça sert que moi, je me restreigne et je fasse attention puisque personne ne fait attention. Non, nous pouvons, en prenant une position, en disant un mot qui entre en résonance, en faisant un geste qui entre en résonance avec notre entourage, changer notre bout du monde, et d'où notre titre aux actes citoyens, de l'indignation à l'action. C'est facile de s'indigner, il faut passer à l'action, avec un programme évidemment. Et nous pouvons comme ça changer notre bout du monde. Alors, les conséquences, les 3 conséquences, la première, je viens de la dire. La deuxième, c'est que puisque nous sommes dans un environnement complexe, il y a des réactions non linéaires, des petites causes qui entraînent de grands effets, donc il y a et il y aura constamment des crises, c'est-à-dire des bifurcations brutales de l'évolution des choses. Et donc ce qui devient vital, c'est d'être réactif, d'être agile. Être agile, ce n'est pas être capable de tout à coup courir à 100 mètres, ça veut dire avoir anticipé, s'organiser pour anticiper dans notre tête les différentes catastrophes qui peuvent arriver ou les différentes opportunités à saisir rapidement. Et être capable de construire nos organisations pour que les changements soient perçus très vite et que les décisions nécessaires pour passer à l'acte soient prises très vite. Et enfin, nous devons avoir comme obsession de créer plus de synergie, de meilleures synergies pour créer plus de valeur avec moins de ressources. Alors, valeur, c'est quoi la valeur et c'est quoi notre métier? Ce matin, Kevin Brennan a dit, mais Aristote l'avait dit avant lui il y a quelque temps, la valeur, ce n'est pas l'argent. Et oui, l'argent n'a de valeur, n'a que la valeur qu'on lui accorde, disait Aristote. Et Olaf a donné beaucoup d'exemples à propos de la valeur qui vont dans ce sens. Alors, le fait que j'enseigne à Fribourg me fait de temps en temps passer par Genève et j'ai plaisir à prendre 3 heures de temps à Genève. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai visité une très belle exposition qui avait lieu dans un petit musée genevois sur ce que l'on a trouvé dans le port d'Ostie. Et j'ai été frappé d'y voir ces 3 têtes. 2 têtes d'empereur et une tête d'impératrice qui ont été trouvées dans un four à chaux. Cela signifie que la valeur très grande politique et artistique de ces bustes s'était écroulée jusqu'à quelque chose de peut-être négatif, mais en tout cas pas plus que la valeur de la matière première, puisqu'on les avait mises dans un four à chaux après la chute de l'Empire romain. Et puis, on découvre ce four à chaux quelques siècles plus tard, au XVIIe, et ces 3 bustes ont à nouveau une valeur artistique et documentaire qui ne cessera d'augmenter. Vous voyez que la valeur d'un objet, la valeur d'une œuvre, dépend du regard que l'on porte sur cette œuvre. C'est la qualité du regard, c'est le contexte qui influence ce regard, contexte temporel et contexte géographique, qui fait qu'on accorde ou on n'accorde pas plus ou moins de valeur à quelque chose. En tout cas, si personne ne s'intéresse à un objet ou un service,
cet objet ou ce service n'ont aucune valeur, ils ne représentent qu'un coût de production. Et très souvent, j'entends dire « Ah, il faut considérer la valeur d'usage ». Il n'y a de valeur que d'usage. Ou plutôt, il n'y a que la valeur que l'usager veut bien accorder au produit ou au service, à tort ou à raison. Mais ce qui compte, c'est il accorde de la valeur ou pas. Et c'est lui, en définitive, qui a raison. Et un exemple, la musique portative. Les économistes vont dire qu'entre le cylindre en cire, le 90 tours, le 78 tours, le 33 tours, le 45 tours, le compact disque, on était dans différentes industries qui fabriquaient des objets permettant d'écouter de la musique, mais qu'évidemment c'était des industries très différentes, car qu'y a-t-il de commun entre presser du PVC et ensuite tirer de ça du son grâce à un saphir, et lire avec un laser de la musique ou du son sur du polycarbonate pressé, et non plus du PVC, du polycarbonate injecté, non plus du PVC pressé. Et puis quand on passe au MP3, bien naturellement, c'est du service, ça n'a plus aucun rapport, c'est pas le même métier. Mais si vous vous mettez du point de vue de l'utilisateur, toutes ces industries soi-disant différentes, et répondez à la même attente qui n'a pas cessé d'exister depuis l'époque des cavernes, j'ai envie de me faire plaisir en ayant la possibilité d'écouter de la musique qui me fait plaisir quand je veux, là où je suis. On n'achète que du plaisir, ou plutôt l'espoir d'obtenir du plaisir à travers ce qu'on achète. N'oubliez pas que Christophe Colomb, les grands découvreurs, sont allés chercher d'autres voies pour des choses totalement inutiles en analyse fonctionnelle matérialiste, de la soie et des épices. Et on a tué pour ça des millions de personnes, détruit des empires. Il n'y a de marché que du plaisir, et essayez de me trouver un marché où on achète autre chose que l'espoir d'obtenir un non-inconvénient, donc du plaisir. Il n'y a que ça. Et donc le plaisir, c'est immatériel, c'est fluctuant, ça dépend des personnes, ça dépend des circonstances. Ce qui me fait plaisir quand j'ai soif n'est pas ce qui me fait plaisir quand je suis gavé. Et voilà. Bon. Donc le business analyst devrait rappeler aux différents professionnels avec qui il travaille et qui disent « moi j'ai un métier qui est de mettre des données dans un ordinateur ou d'emboutir de la tôle », que leur métier est fondamentalement de faire plaisir, ou du moins de donner l'impression à quelqu'un qu'il peut espérer obtenir du plaisir en achetant ce que l'entreprise produit. C'est donc créer de la valeur perçue par le client et donc agir sur la perception qu'a le client. Et donc il faut de la pédagogie. Et on a parlé de données et de transformation des données en informations dans l'un des ateliers, mais les données en soi n'ont strictement aucune valeur. Ce qui donne de la valeur aux données, c'est notre capacité à transformer ces données en informations et ensuite à rassembler différentes informations pour construire de la connaissance et renforcer notre compétence. Donc c'est parce que nous avons des compétences que nous sommes capables de transformer des données en informations, puis en connaissances, puis en compétences qui nous permettront d'agir si nous avons une volonté d'action là-haut. Et l'une des qualités, l'un des talents essentiels, c'est le discernement. Et le business analyst devra probablement faire travailler ensemble les différents techniciens, les différents métiers, notamment le système d'information qui gère les données et qui doit donner les moyens aux différents métiers de transformer ces données en connaissances opérationnelles.
Alors, comment se crée la valeur? En fait, je l'ai déjà dit, par des interactions pertinentes. Vous avez tous remarqué que pour faire beaucoup d'enfants, ou pour faire le moindre enfant, il faut que deux êtres humains supportent la différence complémentaire, donc pertinente, que présente l'autre compagnon horizontal ou plus ou moins horizontal. Et donc, si on est un macho qui va jusqu'au terme de ses convictions, ben, il ne touchera jamais une femme, être impur, voilà. Et réciproquement, du côté des femmes, parce qu'il n'y a pas que les mâles qui soient machistes, il y a aussi des femmes machistes, enfin, bon, passons. Et donc, ça veut dire que dans un COMEX, un comité exécutif d'entreprise, si on veut qu'il y ait de la créativité, il faut rassembler des personnes de sexe, de culture, d'âge différents. Et j'ai rigolé intérieurement en voyant ce que disaient les CEO consultés dans l'étude qui nous a été présentée, faite par IBM, où les CEO considèrent qu'il manque de talent créatif. Oui, certainement. Ils étouffent dans la plupart des grandes organisations les talents créatifs, car il faut supporter des gens qui pensent autrement que nous. Si on avait du temps, on pourrait trouver, notamment dans l'art, bien des exemples de ce genre. Alors, la valeur créée, elle dépend d'une interaction, en tout cas essentielle. Oui, l'une des conclusions de ce que je venais de dire, c'est que la tolérance est une valeur humaine qui est à l'origine de toutes les valeurs. Car si on ne supporte pas des différences autour de nous, on ne sera pas créatif et on ne créera pas de valeur. Mais une interaction évidente, c'est l'interaction entre l'offre et la demande. Alors on nous raconte souvent que nous sommes dans la société de la connaissance. J'ai le regret de dire que la connaissance ne sert à rien toute seule. Non seulement les données ne servent à rien, mais la connaissance seule ne sert à rien si on n'a pas aussi la volonté de mettre en œuvre ces connaissances. Oui, et donc le savoir-faire est important, mais le vouloir-faire aussi. Et dans la majorité des grandes organisations, la moitié des cadres sont prêts à désavouer leur entreprise. Donc il y a un problème dans le vouloir-faire. Mais le vouloir-faire et le savoir-faire ne suffisent pas. Il faut construire un lien humain avec d'autres qui ont des connaissances complémentaires et évidemment avec le client visé, avec le prospect. Et ce lien humain, il doit avoir trois qualités. Ça doit être de la bonne communication, c'est-à-dire de la communication qui permette à l'autre de comprendre qu'est-ce qu'on lui offre réellement et en quoi il a intérêt à acheter ce qu'on lui propose. Il faut qu'elle soit chargée de confiance et enfin chargée d'émotion, parce que comme l'a expliqué Damasio, auteur d'un livre intéressant intitulé « L'erreur ou la faute de Descartes », là, on ne prend jamais de décision sans qu'il y ait une émotion en même temps. L'émotion est nécessaire pour nous faire prendre des décisions, émotion positive ou négative. Et du côté du marché potentiel, il faut que le client potentiel ait du savoir, par exemple pour un livre qu'il sache lire. Deuxièmement, qu'il ait envie de lire, parce que ça demande du temps, et c'est peut-être contraignant. Et troisièmement, qu'il sache que ça existe, donc qu'il accepte d'établir une liaison humaine avec les porteurs de l'offre. Bon, et donc, le business analyst doit faire prendre en compte dès l'amont, dès le lancement d'un projet, et ce n'est pas toujours le cas, les attentes exprimées ou latentes du marché, des utilisateurs visés, des prospects. Et ça semble être une évidence, mais très souvent, y compris dans une grande organisation informatique d'une grande société de transport de ce pays, on lance des projets. Ceux qui lancent le projet, ceux qui commencent à construire un programme informatique ne savent pas comment il sera utilisé, ce qui évidemment crée des problèmes après. En somme, le business analyst doit faire prendre en compte dès l'amont les éléments de l'attractivité pour le client. Alors, un petit retour sur les briques. Avec les mêmes briques, on peut faire n'importe quoi ou une cathédrale. Tout dépend comment on exploite. Pour faire plus sérieux et faire semblant de me souvenir de ce que j'ai appris en
physique et en chimie des solides, il y a une éternité déjà, les mêmes atomes de carbone composent du graphite, du charbon, du diamant. Ça n'a ni le même prix, ni la même propriété physique, mais c'est strictement les mêmes atomes de carbone, seule l'organisation est différente, organisation dans l'espace. Plus scandaleux pour l'esprit cartésien, vous enroulez une nappe de carbone à l'échelle nanométrique, vous obtenez des nanotubes de carbone qui, selon l'angle d'enroulement, seront de bons isolants ou les meilleurs conducteurs de l'électricité que l'on connaisse, ce qui montre qu'avec les mêmes éléments de base, vous pouvez obtenir des résultats diamétralement opposés, complètement opposés. Et donc, avec des êtres humains, vous pouvez obtenir avec les mêmes talents, s'il n'y a pas de volonté de travailler ensemble et d'aller vers le même but, un groupe totalement idiot, composé de prix Nobel éventuellement, mais qui aboutit à des conclusions stupides. Nous avons en France une collection de cas tout à fait intéressants à vous présenter. Ou bien un groupe ayant une grande intelligence collective, donc une grande capacité à identifier des problèmes et à trouver des solutions brillantes. Il suffit d'avoir des êtres humains normaux, tout à fait normaux, mais pas des présidents normaux, mais il faut qu'ils aient une bonne volonté ensemble, qu'ils aient le même but. Alors, un bon manager, c'est un activateur des talents de chacun. C'est quelqu'un qui va prendre chaque musicien en tête à tête et le persuader qu'il peut dépasser ses limites, qui s'est imposé parce qu'il pense que le regard qui est porté sur lui n'est pas bienveillant et qu'on attend ses échecs pour le stigmatiser. Et il faut qu'il construise une vision partagée de la musique avec l'ensemble des musiciens du groupe. Et le business analyst, il devrait utiliser l'ensemble des méthodes valeurs, dont l'analyse de la valeur, les processus, etc., pour faciliter l'expression de cette intelligence collective. Et on en arrive à ce petit schéma. Tout à l'heure, on a cité Mintzberg. C'est Kathleen qui a cité... Non, c'est pas Kathleen. Bon, passons. Oui, bon, j'ai un trou de mémoire. On a très bien... oui, c'est... Oui, je vois. Passons. La journée est longue. Mintzberg a dit « Les entreprises dans l'économie ultra-financiarisée sont unijambistes. Elles ne marchent que sur une jambe, celle d'un actionnaire, pas de tous les actionnaires, de certains actionnaires. Le capitalisme unijambiste est bancal, forcément. L'entreprise doit satisfaire les aspirations légitimes de 5 séries au moins de parties prenantes. Les actionnaires, parce que s'il n'y a plus de capital, il n'y a plus d'entreprise. Les clients, parce que s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'entreprise. Mais il faut inventer les clients de demain. Et pour ça, il faut mobiliser la créativité des collaborateurs internes et externes. Et donc, il faut faire en sorte que les gens aient envie de participer, de travailler, y compris pendant leur temps personnel, parce que les idées de créativité, c'est la chose qui assure la survie de l'entreprise. Ces idées n'ont pas le bon goût de jaillir pendant les heures légales de travail sur les lieux de travail. Elles vont jaillir surtout le dimanche quand nous sommes au repos et détendus. C'est là que nous ferons le travail le plus important pour l'entreprise. Et dès lors que l'on demande au personnel de faire de la qualité et non pas de la quantité, eh bien c'est l'ensemble du personnel, y compris le personnel de base, qui assure la créativité de l'entreprise. Et il faudrait continuer un peu là-dedans. Mais ce que j'ai mis là, c'est que donc créer de la valeur, c'est pas seulement faire directement plaisir aux clients, c'est aussi assurer le bien-être du personnel dans l'entreprise, car on sait bien, il y a des dizaines d'études qui montrent que l'entreprise est d'autant plus compétitive si le personnel est impliqué, il est impliqué s'il se sent bien dans ses bottes, dans sa peau, pendant le travail. Et donc le bonheur au travail est la base de la compétitivité durable. Et puis l'engagement des
des entreprises extérieures qui travaillent avec nous est absolument essentiel. Et nous arrivons à ce schéma qui essaye de représenter la production dynamique et la destruction dynamique, car c'est constant, de valeur par une entreprise. Il y a deux principes. Une entreprise ne possède personne. Elle ne possède pas ses employés, elle possède encore moins ses clients, elle possède leurs adresses, un fichier. Hein? Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Elle construit une capacité à établir des relations de qualité, de confiance, d'émotion avec les parties prenantes extérieures, et cela grâce à sa capacité à mobiliser son personnel. Et qu'est-ce qui détermine cette intelligence collective, c'est-à-dire la qualité des relations entre les personnes, entre les équipes, entre les départements? Eh bien, essentiellement trois éléments qui sont dans les tripes des dirigeants: leur vision, leurs valeurs, leur volonté. Si la vision est de très court terme, on n'investira jamais en recherche, en formation, etc. Si les valeurs, c'est les valeurs des dirigeants d'Enron ou de Parmalat, l'entreprise va capoter. On ne peut pas tirer plus d'argent qui n'en rentre. Troisièmement, la volonté. Si les dirigeants n'ont pas le courage de changer de métier quand il faut changer de métier technique, eh bien, il arrive ce qui est arrivé presque à IBM, ce qui est arrivé à Kodak. Kodak est mort parce que ces dirigeants n'ont pas eu le courage de passer au numérique pour ne pas déplaire aux actionnaires qui, d'ailleurs, en 2003, ont accusé les dirigeants de trahir l'histoire de Kodak. Et en 2012, l'entreprise faisait faillite. Voilà. Alors, vision, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a une vision qui est aujourd'hui dominante dans l'économie ultra-financiarisée des néolibéraux, des Chicago Boys. C'est l'entreprise est une valeur financière que j'ai le droit de détruire si ça me procure plus d'argent à court terme. Et donc la survie de l'entreprise, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est mon enrichissement à court terme. Évidemment, si je me mets dans la poche 1 milliard, pour moi, c'est un investissement à long terme. Mais j'ai géré le très court terme de l'entreprise. Bon. Et l'autre vision, qui n'est pas une nouvelle vision, mais une vision très ancienne, qui est liée à la naissance de l'esprit démocratique il y a 2500 ans à Athènes, à l'esprit des droits de l'homme, parce que le premier, c'est la loi de la violence. C'est l'entreprise est un groupe d'hommes qui travaillent ensemble pour produire plus de valeur ensemble, pour eux, mais aussi pour la société. Et je donne une citation d'un petit patron français qui, en 1938, pour montrer que ce n'est pas nouveau, en 1938, Jean Mersch a créé, en 10 ans à peu près cela, le Centre des jeunes dirigeants, groupement de 4 000 ou 5 000 jeunes entrepreneurs et dirigeants d'entreprises, pour la plupart familiales, qui ont de fortes valeurs éthiques. Et je crois que j'ai épuisé... J'ai justifié ce que dit ma femme, il paraît que je suis bavard. Bon, alors je vais conclure très rapidement en disant, pour faire face à la complexité des problèmes, il faut accepter le droit à l'erreur, car personne ne peut plus prendre du premier coup la bonne décision. Donc, itération, Kathleen en a parlé plusieurs fois, il faut accepter le droit à l'erreur dans l'entreprise et le BA doit intervenir là-dessus. D'autre part, le danger de la plupart des grandes organisations, c'est leur organisation en silo qui fait qu'un dirigeant aveugle découpe en morceaux l'intelligence collective. Il faut introduire de la transversalité. Et le système d'information, c'est très bien, mais il faut encore qu'il y ait la volonté de partager. Donc c'est la culture de l'entreprise qui est importante. Et des entreprises intelligentes ont utilisé le numérique pour introduire une culture de partage. C'est ça qu'il faut faire et non pas croire qu'on peut se contenter de gérer des silos. Vous verrez ceci. Bon, car j'espère que vous aurez la présentation. On a parlé de communication et donc de culture partagée. Il faut développer une culture générale, transversale, qui permette aux puits de science que sont les spécialistes de communiquer entre eux. Bon, et enfin, il y a plein de méthodes
outre le BA. On a entendu parler de l'analyse de la valeur que Olaf a présentée. Il y a le design to cost. Il y a des dizaines de méthodes qui sont toutes des méthodes participatives et qui obligent à expliciter quels sont les objectifs. C'est pour ça que beaucoup de directions n'aiment pas ces méthodes, parce qu'elles veulent avoir des objectifs obscurs et ne pas faire participer les différents spécialistes de l'entreprise ou les citoyens sur le territoire. Et c'est pour ça que Olaf et quelques autres ont lancé un manifeste auquel j'ai participé, qui est signé par près de 700 professionnels, dont 10% ne sont pas français et dont beaucoup sont suisses. Et je vous encourage vivement à le signer aussi. Bon, alors, je terminerai par ce schéma en rappelant qu'il y a un schéma très proche qui a été montré par Kevin tout à l'heure, ce matin. L'entreprise doit être un flux d'interactions et le BA doit faciliter toutes ces interactions en montrant à chaque acteur combien il a intérêt à ce que ces interactions soient constantes, internes et externes. Voilà, je m'arrêterai là avec quelques minutes de retard, mais juste un dernier mot. L'important n'est pas de discuter du rôle du business analyst ou d'autres fonctions. L'important, c'est que les fonctions auxquelles correspond le métier de business analyst soient assumées dans l'entreprise. Essayons de supprimer les batailles de fief. C'est ça qui est important. L'entreprise ne doit plus avoir de frontières étanches, ni en interne, ni en externe. Il faut faire passer l'idée que celui qui gagne, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui joue en équipe et qui a appris à bien passer le relais et non pas l'équipe qui a les coureurs qui individuellement, c'est très parisien, courent le plus vite et emmerdent tout le monde et on aboutit à l'échec. Cela dit, il y a quelques années à Athènes, l'équipe française de femmes de course de relais a battu les Américaines qui pourtant couraient plus vite. Mais les Françaises avaient appris à se passer le relais. Même en France, parfois, on se passe bien le relais. Voilà, beaucoup d'indications de lecture gratuites et quelques lectures aussi complémentaires. Je vous remercie de m'avoir supporté pendant 3 quarts d'heure.